Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, à la veille de la première journée du matrimoine, un hommage a été rendu à 3 femmes qui ont marqué la principauté. Reportage à suivre. Puis nous vous emmènerons à Dubaï, à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle. Nous irons y prendre le pouls avec Albert Croesi, commissaire général du pavillon de Monaco, et notre équipe sur place. Le 5e gala pour la santé planétaire a réuni de nombreuses personnalités autour du Prince Albert de jeudi. Mais à quoi serviront les fonds récoltés lors de cette soirée? Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, nous rejoindrons notre seconde invitée à New York. Merrilee Lustig-Tornator partagera avec nous les commémorations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui se poursuivent actuellement. Mais place tout d'abord à l'actualité du jour, cet hommage rendu à 3 femmes qui ont marqué l'histoire de la principauté. 3 espaces porteront désormais le nom de la princesse Louise Hippolyte, d'Anne-Marie Campora et de Joséphine Baker. Pourquoi ces 3 femmes précisément? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Pierre Gaza. L'instant est ô combien symbolique et important. Autour du prince Albert II et de sa sœur, son Altesse royale la princesse Caroline, les plus hautes instances de la principauté ainsi que les membres des familles des femmes honorées ce samedi en fin de matinée. 3 lieux viennent d'être inaugurés et baptisés. La promenade Princesse Louise Hippolyte, la première princesse régnante de la principauté. La place Anne-Marie Campora, la première femme maire de Monaco. Et enfin la place Joséphine Baker, immense artiste, la première femme noire à devenir une star en France. C'est extrêmement important, d'abord parce que cette nouvelle promenade du Larvoto et ces nouveaux espaces sont récents et il fallait leur donner un nom. La promenade Princesse Louise Hippolyte, qui a marqué vraiment son époque, a été une femme tout à fait exceptionnelle, même s'il a eu un règne très court, mais c'était la seule femme qui était princesse de Monaco, princesse régnante de Monaco. Anne-Marie Campora, inutile de aussi vous préciser son parcours, puisqu'elle a été maire de Monaco pendant de très nombreuses années. Elle a vraiment été à l'initiative de beaucoup de services de la mairie. Elle a vraiment su moderniser la mairie et apporter cette dimension sociale importante. Et puis Joséphine Baker, inutile là aussi de retracer son parcours. C'était une femme exceptionnelle, engagée, qui a aussi... à part d'être une grande artiste, a été aussi une grande philanthrope. Elle s'est illustrée de façon brillante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis c'était une grande amie de notre mère, la princesse Grace. Joséphine Baker qui rentrera prochainement au Panthéon et repose dans le cimetière de Monaco. L'inauguration de ces 3 places a été organisée par la mairie. Elles ont ouvert toutes les 3 le champ du possible. Le champ du possible, ils nous ont donné également la voix. Et aujourd'hui, on fait ces inaugurations dans un lieu parfaitement symbolique. C'est-à-dire c'est le Larvoto qui a été rénové. Et donc c'est un lien entre notre histoire, nos racines et le futur et la modernité. 3 femmes disparues, 3 femmes exceptionnelles dont les souvenirs resteront gravés au gré des flâneurs sur cette esplanade qui vient de renaître. Et ces 3 femmes seront également à l'honneur parmi tant d'autres demain à l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de la première journée du matrimoine. Le programme est disponible sur ce site internet journéepatrimoinemonaco.com. Direction Dubaï à présent, J-6 avant de découvrir l'exposition universelle. Rappelez-vous, l'événement avait dû être reporté d'1 an en raison de la crise sanitaire. Mais à quelques jours du coup d'envoi, l'heure est au dernier préparatif. Des visiteurs tests, invités par les organisateurs, ont eu l'opportunité de pouvoir découvrir en avant-première les différents pavillons, dont celui de Monaco. Le reportage sur place de Bastien Bory. Bienvenue au pavillon Monaco où les esprits se connectent. Tel est l'accueil réservé aux centaines de curieux en cette journée portes ouvertes, lors de laquelle les guides monégasques donnent un avant-goût des 6 prochains mois. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de transmissions, de données, de business, de savoir, de médecins qui vont collaborer ensemble. Et c'est ça un peu la force, c'est que ça va nouer les entités de Monaco et de Dubaï et les échanges vont pouvoir se faire après ça. Et de participer à cette réussite et de cette démonstration à l'international, c'est juste fantastique. C'est promouvoir le pays que j'aime. Un pays qui va mettre en avant son art et sa culture, ses technologies et ses choix d'avenir qui sont peut-être les bons. Personnellement, je serais ravie si j'ai pu passer le message à autant de personnes possible que voilà, Monaco, ce n'est pas
c'est 2 km², mais il y a énormément de choses. Donc voilà, je serais heureuse si j'ai pu passer le message à un grand nombre de personnes. À l'extérieur, le pavillon se distingue par son architecture. Des panneaux photovoltaïques pour promouvoir l'éco-responsabilité, un café de Paris recréé à l'identique, ou presque, et une boutique où Linda a déjà fort à faire. Ça va me permettre aussi de représenter la principauté. C'est une principauté dans laquelle j'ai grandi depuis que je suis toute petite. J'ai fait mes études là-bas. Donc c'est vraiment endosser le rôle d'ambassadrice à l'étranger et à travers les objets qu'on a dans la boutique. Des expériences destinées au plus grand nombre et développées par une équipe aux objectifs bien précis. C'est l'énergie renouvelable. Donc en tant que physicienne, c'est vraiment le futur et je vois que Monaco elle est vraiment portée sur tout ce qui est énergie renouvelable et je suis vraiment très fière de représenter ces projets-là. Et pour finir la visite, un passage dans un kaléidoscope, dernière étape de cette immersion dans l'identité monégasque. Et pour prendre le pouls sur place, nous sommes avec le commissaire général du pavillon de Monaco. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Émilie. Le compte à rebours est lancé, quelle est l'atmosphère sur place? Tout est fin prêt? Alors tout est fin prêt. Aujourd'hui c'est une journée test qui est organisée pour l'ensemble des pavillons du site. Il commence à y avoir pas mal de monde qui se promène. Le pavillon de Monaco en 1 heure a déjà enregistré plus d'une 60aine d'entrées. Alors pour un jour qui est en fait assez confidentiel puisque cette journée test a été organisée uniquement par l'Expo, le grand public ne le sait pas, nous sommes assez satisfaits. Déjà il y a des visites, ça nous donne beaucoup de joie. Alors pour faire vivre ce pavillon monégasque pendant plusieurs mois, vous pouvez compter sur toute une équipe, des guides notamment qui vont accompagner les visiteurs dans leur découverte du pavillon de Monaco. Oui, tout à fait, des guides qui les accueillent déjà, qui sont à l'entrée, qui leur proposent la visite et ensuite qui les accompagnent à travers les stations. Tout le monde a été formé. Là, je sens une équipe extrêmement motivée. Je suis très satisfait et visiblement, eux aussi sont très contents. Nous avons suivi les étapes de la construction du pavillon de Monaco. Est-ce qu'il est comme vous l'aviez imaginé, Albert ? Oui, il est tel que je l'avais imaginé. Bon, bien sûr, c'est toujours un peu petit à l'arrivée puisqu'on manque de place pour le stockage, par exemple de la boutique, pour le stockage dans les cuisines. Donc il va falloir qu'on s'adapte et qu'on fasse approvisionner plus que ce qui était prévu de le faire, mais ce n'est pas un souci majeur. En tout cas, pour ce qui concerne le pavillon, la scénographie qui va être présentée aux visiteurs, oui, il ressemble parfaitement à ce que nous avions imaginé, prévu, et surtout tout fonctionne. Donc j'espère que jusqu'au bout, nous n'aurons pas trop de tracas techniques, parce que si tout fonctionne, c'est spectaculaire. Donc on croise les doigts. Donc emmenez-nous un petit peu, Albert, dans ce pavillon. Qu'est-ce que le visiteur va pouvoir y découvrir ? Bien, en arrivant, il va déjà découvrir la station du Centre scientifique de Monaco avec les petits manchots qui ont été utilisés en Antarctique pour étudier le changement de climat. Ensuite, il y a la station du numérique. Ils verront tout de suite après une station assez spectaculaire qui est la station de Maréterra, je le répète, qui n'est pas faite pour vendre des appartements sur cette extension en mer, mais où nous traitons la qualité des travaux sous-marins qui ont été exécutés pour permettre cette extension en mer. Ensuite, le banc interactif qui sera relié au mini-pavillon sur le quai, le mini-pavillon à Monaco qui ouvrira le 8 octobre. Et on passera ensuite par la station de l'Asmeg où on présente le jumeau numérique. Une station également sur la culture. La culture est bien mise en avant avec, à Monaco, la chance que nous avons de pouvoir compter sur les ballets de Monte-Carlo, sur l'orchestre philharmonique qui sont de formation prestigieuse et on ne le sait pas assez. Ici, les rares personnes qui ont déjà pu voir cette station ont les yeux grands ouverts, les yeux écarquillés. Et ensuite, on finira dans un show assez spectaculaire, le Monaco 360, ce que l'on appelle le cristal. Ça clôturera la visite. Pour une bonne visite, il faut que le visiteur compte 25 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes s'il est un peu plus curieux. Et on débouchera, suite à la visite, dans la petite boutique que nous avons appelée le Carré d'Or, qui est la boutique dans laquelle nous allons vendre les collectors et quelques produits dérivés du pavillon. Albert Croesi, juste une dernière question. Pourquoi c'est important pour Monaco d'être présent à une exposition internationale ou universelle? Quels sont les enjeux pour la principauté ?
Les enjeux, c'est surtout d'être bien connu. Je ne doute pas que Monaco est connu dans le monde entier, mais nous sommes parfois méconnus. Monaco, un Grand Prix, un casino, ça tout le monde le sait. Donc moi, ce que je veux démontrer à Dubaï, et c'est ce qu'il faut qu'on démontre dans les expositions universelles, est que Monaco est un pays où il y a de multitudes de choses qui s'y passent. C'est un tout petit pays, mais avec une activité incroyable. Et je pense que là, nous avons à Dubaï une occasion extraordinaire pour en faire la démonstration. Merci Albert Croesi d'avoir été avec nous depuis Dubaï pour nous faire part de l'atmosphère qui s'y dégage à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle. Merci infiniment. Merci à vous, Émilie, et j'espère vous retrouver à Dubaï très très vite. Merci beaucoup. Vous le savez, le gouvernement princier a annoncé un nouvel assouplissement des mesures sanitaires hier. Le ministre d'État, Pierre Dartour, en a dévoilé tous les détails sur notre antenne. Il a précisé également le maintien du port du masque obligatoire à Monaco. Bonsoir Yannick de Bever. Yannick, de nouvelles mesures sont également appliquées dans le milieu sportif. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Dorénavant, les clubs sportifs seront habilités à demander la production du pass sanitaire s'ils le souhaitent. Reste la question du port du masque en milieu scolaire et notamment lors des cours d'éducation physique. Le conseiller du gouvernement, Patrice Célario, s'est exprimé à ce sujet. Le taux d'incidence dans le milieu scolaire est très très bas. L'école n'est pas en dehors de la ville et donc bien évidemment on peut avoir au sein de la communauté éducative, c'est-à-dire que ce soit les professeurs, le personnel administratif, les élèves ou les parents, on peut avoir des cas positifs qui se révèlent. Là, depuis, je dirais, la veille de la rentrée scolaire, on a eu une dizaine de cas qui ont été révélés. Cette dizaine de cas, certains d'ailleurs étaient révélés la veille de l'école, de la rentrée des classes, et les élèves ne sont pas rentrés en classe. D'autres ont été révélés depuis. Dizaines de cas qu'il faut rapprocher de la communauté éducative dont je parlais, qui est de un peu moins de 6000 élèves et pas loin d'1 millier de personnes, professeurs, personnel administratif, donc pas loin de 7000 personnes. Donc une dizaine de cas par rapport à 7000, ça donne une idée de, je dirais, de la circulation du virus dans les établissements scolaires. Nous n'avons pas connu l'an dernier de clusters ou de contamination révélés au sein des établissements scolaires. On a eu des cas révélés, bien évidemment, mais pas de contamination. Et pourquoi? Parce que d'une part, on impose le port du masque, on impose les gestes barrières, on a des protocoles, notamment pour l'arrivée des enfants à l'école, la cantine et aujourd'hui la pratique du sport. La pratique du sport avec le masque en intérieur est bien évidemment difficile, certains vous diraient même insupportable. Donc il y a effectivement une réflexion que l'on doit mener, même si la règle n'a pas changé aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. On a une réflexion à mener sur quel type de pratique, dans quelles conditions, quel groupe d'élèves, dans quel local, de manière à voir si, selon la nature, selon les conditions de pratique, en fait, le masque ne peut pas être enlevé. En concertation avec la direction de l'Éducation nationale et avec le soutien des professeurs d'EPS, le gouvernement a engagé une réflexion avec l'association des parents d'élèves. Et pour plus de précision, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Un mot de football à présent, Yannick. Après sa victoire en championnat face à Saint-Etienne, l'AS Monaco se déplace à Clermont ce week-end. Ce sont deux équipes aux dynamiques complètement opposées qui s'affronteront ce dimanche pour la 8e journée de Ligue 1. L'AS Monaco est sur une série de 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. De l'autre côté, Clermont n'a plus gagné en championnat depuis le 15 août et sort d'une terrible défaite 6-0 face à Rennes. On écoute le coach Niko Kovac. It was a difficult first month, so the August was a lot of games, and so I think now we are finding more and more our rhythm. So I'm happy with the results. The performance is also growing up, but now it's coming a new game. We are playing every 3 days. We are playing against Clermont, a promoted team, a team which is playing a very good football style, so very offensively, and again we need to show our best face because the opponent, I think they rested 7 players in the last game, so they will play tomorrow. Yeah, I hope we can continue and we can create a good series like we did last season in the second part. Le coup d'envoi du match sera donné à 17 h en direct du stade Gabriel Montpied.
On a appris cette semaine le nom du parrain de l'édition 2021 de la No Finish Line Monaco. Il s'agit une nouvelle fois d'un joueur de la Roca Team. Tout à fait, Émilie, et on pourrait même dire jamais 203. Après Amarassi en 2018 et Wilfried Diégueté en 2020, c'est Yacouba Ouattara qui sera le parrain de l'édition 2021 de la No Finish Line. Le jeune basketteur de la Roca Team avait déjà participé à cette course caritative en 2019 avec ses coéquipiers. Cette année, la No Finish Line Monaco se déroulera du 13 au 21 novembre selon un format hybride, en virtuel mais aussi sur le circuit de l'espace Fontvieille. Et puisque vous nous parlez de Yacouba Ouattara, un rappel concernant la billetterie de la Roca Team, Yannick. Tout à fait, la billetterie de l'AS Monaco Basket pour la saison 2021-2022 est ouverte depuis hier. Les anciens abonnés peuvent d'ores et déjà se réabonner pour cette prochaine saison et acheter leur place pour les premières rencontres. Pour les autres, encore un peu de patience, la billetterie vous sera ouverte dès lundi. Et n'oubliez pas le retour de l'AS Monaco Basket sur les parquets de Gaston Médecin jeudi prochain face au Panathinaikos. Merci Yannick. Et pour être complet dans ce point sport, sachez que Charles Leclerc n'a pas concouru lors des qualifications du Grand Prix de Russie aujourd'hui, préservant ainsi sa monoplace et son nouveau moteur pour la course. C'est Lando Norris qui partira en pôle demain pour la première fois de sa carrière. Nous vous parlions hier du 5e gala pour la santé planétaire qui a réuni de nombreux artistes autour du Prince Albert II, gala au cours duquel Sharon Stone a été récompensée pour son engagement. Sandrine Nègre s'est intéressée ce soir pour vous à l'importance d'organiser un tel événement chaque année. C'est un reportage réalisé avec Jean-Alexandre Dordet et Louis Borgia. L'un des temps forts du gala pour la santé planétaire est cette vente aux enchères qui a une fois encore permis de recueillir des fonds grâce aux philanthropes notamment et qui faisaient partie des 350 convives au Palais Princier. Le 5e anniversaire de ce grand gala que la Fondation Prince Albert II de Monaco avait initié. Pourquoi ? Continuer de sensibiliser le plus grand public possible, d'où la présence de stars internationales aux côtés du souverain. C'est également un moyen pour nous vital, pour nous permettre de continuer à soutenir autant de projets dans le monde, à renforcer notre action. Des actions dans une année particulière pour la Fondation Prince Albert II, puisqu'elle célébrait ses 15 ans d'existence. Dans son discours, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a rappelé qu'il fallait agir sans tarder. Autant que le climat, la biodiversité de notre planète est aujourd'hui en grand danger. Un danger déjà largement avéré dû aux activités humaines et pour lequel nous savons hélas que toute perte est irréversible. Le monde doit se saisir de ces enjeux, car au-delà des dangers ponctuels de la pandémie, il en va de ses équilibres, de son avenir, de notre avenir. Un avenir qui reste à inventer pour qu'il soit plus durable et plus sain pour notre santé et pour notre environnement. C'est le sens, je crois, de votre présence ici ce soir. En plus de la Fondation Prince Albert II, une partie des sommes permettront aussi de soutenir la Fondation Princesse Charlène qui vient en aide au monde de l'enfance à travers des programmes de prévention contre la noyade. Voilà pourquoi il était important de souligner l'enjeu d'un tel événement. Après Dubaï, nous vous emmenons ce soir à New York où l'on commémore un triste anniversaire, celui des attentats du 11 septembre. 20 ans après, l'émotion est encore palpable. Avec nous ce soir, Merrilee Lustig-Tornator. Elle est américaine et réside à Monaco depuis plus de 40 ans. Elle participe demain à une course caritative en hommage aux pompiers de New York. Bonsoir Merrilee. Bonsoir. Vous vous trouvez en plein cœur de New York. Quelle est l'ambiance alors que l'on commémore depuis plusieurs jours maintenant les attentats du 11 septembre? C'est assez incroyable parce qu'on voit l'exubérance du renouvellement de ce qui s'est passé. C'est ça qu'on voit plus que rien d'autre. Et ce que je vois autour de moi, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a des immenses bâtiments. C'est époustouflant. Est-ce que 20 ans après, on ressent encore l'émotion? Absolument, absolument. Il y a l'émotion qui ne va jamais partir, je crois. Parce que c'est partagé par tant de personnes dans le monde. C'est quelque chose qui est vraiment émouvant. C'est encore émouvant. Et près de maintenant, de l'anniversaire du 11 septembre, c'est même plus poignant. On sent ça partout. On sent beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour. Et c'est incroyable, c'est vraiment beau. Oui, parce que même 20 ans après, tout le monde se rappelle où il était un 11 septembre. Vous-même, vous vous en rappelez où vous étiez? Oh là là, oui, absolument. J'étais en train de regarder la télévision à Monaco
Et non, d'écouter la radio et j'entendais quelque chose d'un avion dans un tour et je me suis jetée par terre pour mettre la télévision. Après ça, je me réveillais pendant quelques jours après en disant est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que j'imaginais quelque chose? Parce que c'était tellement horrible. Mais ce qui était très intéressant, c'était l'émotion, l'empathie qu'on a sentie partout. C'était plutôt ça. On avait tous les amis. J'ai eu les appels, mais c'était comme si quelque chose de personnel s'était passé, qui était vrai. Quand vous êtes revenu pour la première fois à New York, quel a été votre sentiment? C'était un peu étrange parce que c'était 6 mois plus tard. On est arrivé 6 mois plus tard et c'était très émotionnel et c'était très personnel. C'était comme vraiment, c'est comme quelqu'un de chez nous avait été blessé. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'émotions. Je ne peux pas nécessairement dire un mot, mais c'était très émotionnel pour tout le monde. Mary Lee, vous allez prendre part à une course qui s'appelle Tunnel to Towers en mémoire des pompiers de New York. En quoi cela va consister? Cela va consister, moi j'ai dit qu'ils devraient mettre courir, marcher et boiter, parce que moi je pourrais. On n'a pas besoin de courir, on a besoin de... C'est le moment qui est important de participer. Et il paraît qu'ils disent qu'il y a probablement 25 000 personnes qui vont faire la course demain. Et ce qu'ils font, ils prennent de l'argent, ils gagnent de l'argent ils ont des projets, par exemple, ils font des maisons pour les vétérans totalement indépendants. Ils s'occupent, par exemple, s'il y a un pompier quelque part ou un first responder quelque part qui est blessé, ils envoient tout de suite une équipe chez eux. Ils s'occupent de la famille, ils s'occupent de tout, ils sont vraiment très proches. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un pompier, il s'appelait Steven Stiller, et il a couru à travers le tunnel et il est mort dans les tours. Alors, cette course, c'est le mémorial, c'est en mémoire de ce qu'il a fait. Et ça montre quelque chose aussi que, par exemple, la tragédie qui s'est passée a fait place à cette magnifique solidarité où il y a tout le monde maintenant qui veut aider les gens qui sont blessés. Mary Lee, vous parlez de solidarité. Monaco a toujours été solidaire des New-Yorkais après cette catastrophe. Hein. Absolument. Tout de suite après la catastrophe, le 11 septembre ou le 12-13 septembre, aux cathédrales de Monaco, il y a un service mais vraiment magnifique et très émotionnel. Tout est toujours très émotionnel. Pour le 10e anniversaire, ils ont fait un service aux cathédrales aussi. Et un des prêtres qui était là, c'était Father Bill, avait été aumônier, je crois que ça s'appelle, au Pentagone le même jour. Et aussi pour le 10e anniversaire, ça c'était très bien. Il y a mon mari, Rémi Tornator, qui a eu permission et encouragement de la Croix-Rouge américaine de mettre son uniforme de la Croix-Rouge monégasque pour défiler avec les membres de l'IPA, International Police Association de Monaco, dans un défilé. Et ça, c'était vraiment émouvant. Eh bien, merci beaucoup, Mary Lee, d'avoir partagé avec nous votre histoire d'Américaine vivant à Monaco depuis plus de 40 ans et puis ce devoir de mémoire. Merci infiniment. Bon, merci à vous. Je suis tellement content que j'ai pu partager ça parce que c'est important. Et l'année prochaine, je veux beaucoup de gens de Monaco qui viennent faire ça avec nous aussi. L'invitation est lancée alors. OK, merci. On retrouve Yannick de Bever pour le reste de l'actualité en principauté. Yannick, le festival Les Saisons de la gastronomie revient à Monaco du 28 au 30 septembre prochain avec un programme alléchant. Le point d'orgue, c'est ce menu gastronomique à 4 mains concocté par le chef étoilé Marcel Ravin et le chef reconnu Andrei Savenko. Un dîner pensé pour éveiller les 5 sens des clients avec pour thème « Quand la mer Méditerranée rencontre la mer Noire ». Cela se passera dans le restaurant gastronomique Monte Carlo Blue Bay la soirée du 29 septembre. Sur les 3 jours de festival du 28 au 30, un restaurant éphémère sera quant à lui installé au Café de Paris avec déjeuner, dîner et dégustation. Cette information à présent, les inscriptions sont ouvertes pour le concours international de bouquets. Exactement, et vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous inscrire à cette 52e édition du concours international de bouquets. L'art dans le monde, c'est le thème de cette année. Les participants seront répartis dans 6 catégories différentes, dont une dédiée aux enfants de 7 à 16 ans. Pour toute information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site gardenclubmonaco.com. Le concours se déroulera le week-end du 16 et 17 octobre sur les terrasses du Casino Monte Carlo.
Nous étions tout à l'heure à Dubaï, Yannick. Parmi les représentants de Monaco à l'exposition universelle, on y retrouve le manga Blitz qui s'apprête à sortir son 5e tome. C'est un symbole de la diversité culturelle monégasque. Blitz a profité de sa présence sur le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï pour présenter la couverture de son 5e tome. Une opportunité de rayonner à l'international pour le manga monégasque qui a déjà conquis pas moins de 40 000 lecteurs en France. La sortie du tome 5 se fera le 12 novembre et 3 autres volumes sont déjà prévus pour 2022. Et puis un détour par les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Yannick? Et non, malheureusement, ce serait un petit peu la soupe à la grimace demain. Des orages sont prévus tout au long de la journée et le soleil risque de se faire très discret. Malgré tout, les températures restent stables avec 21 degrés pour la minimale et 25 au meilleur de la journée. Le jour se lèvera à 7h20 pour se coucher à 19h23. Et en ce dimanche 26 septembre, tous les Cômes et les Damiens seront à l'honneur. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Dernière image avant de nous quitter, cette rencontre inattendue dans les allées du Monaco Yacht Show. Lors de sa visite, le prince Albert II y a rencontré par hasard le joueur de tennis Rafael Nadal. Notre caméra était là au bon moment pour capturer cet instant. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le best-of de la semaine. En attendant, je vous laisse découvrir les photos de Stéphane Dana qui a assisté ce matin à cet hommage rendu à 3 femmes qui ont marqué l'histoire de la principauté. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.